Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur FinTech. Êtes-vous RGPD compatible? Je suis Gisela Sanchez, chef de projet au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous regroupons un écosystème de presque 600 membres. Donc, pour animer ce webinaire aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux de nos membres. Donc, Fabienne Marquet, directrice Practice RGPD chez Consultec, et Paul-Olivier Gibert, fondateur de Digital Analytics. Donc, la première partie de ce webinaire portera sur les RGPD, les contextes, les enjeux, les sanctions et les obligations pour les dirigeants, et la deuxième partie sur la partie de la valorisation de la donnée. Donc, je vous rappelle seulement que vous avez un chat à droite de votre écran sur lequel vous pouvez poser votre question. On laissera quelques instants à la fin du webinaire pour y répondre. Et aussi, sachez que la rediffusion du webinaire sera disponible sur cette page dès la fin du webinaire et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, je vois que les personnes commencent à se connecter, c'est super. Donc, voilà. Alors, Fabienne, je vous laisse commencer avec la première partie. Oui, bonjour à tous. Merci Gisela pour cette introduction. Donc, aujourd'hui, on est réunis pour parler de êtes-vous RGPD compatible? C'est un grand mot, ou RGPD, tout le monde en parle. Donc, qu'est-ce que le RGPD? C'est le contexte. On se dit souvent les gens… les verbatim qui reviennent quand on leur pose la question, le RGPD, c'est quoi? On entend plutôt les données, DPO, vie privée, législation, CNIL, amende, mais qui est concerné? Donc, tous ces mots verbatim viennent souvent. Vous en avez sûrement d'autres, vous qui êtes en salle. J'espère qu'on pourra y répondre après ensemble suite à vos interrogations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce RGPD, c'est quoi exactement? Vous êtes une entreprise aujourd'hui, donc pourquoi vous allez être concerné par le RGPD? C'est que vous traitez de données. Le RGPD, c'est vraiment un nouveau cadre qui entraîne que maintenant vous devez avoir un nouveau raisonnement, une nouvelle façon de penser, plus du tout comme avant. Dès lors que vous créez votre entreprise, avant même de l'avoir créée, il faut vous poser un certain nombre de questions et c'est ça qui fera que vous vous lancerez ou vous lancerez pas. Donc, si votre entreprise est déjà créée, là, par contre, la question se posera dès lors que vous créez un nouveau process, un nouveau produit, un nouveau service, vous devez vous poser des questions. Donc, c'est vraiment un nouveau raisonnement à avoir, une nouvelle façon de travailler. Et ces questions sont, par exemple, du type, de quelles données ai-je besoin? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que lesquelles? Est-ce que c'est seulement celles-ci? Pourquoi? Il y en a d'autres que je n'ai pas besoin, donc je ne dois pas les prendre. Donc, pourquoi je dois les prendre? Quelle est ma finalité? Pour qui? Est-ce que je dois les donner à d'autres personnes? Qui c'est qui va les utiliser? Je dois mettre en place avant même aussi quelles sont les mesures de sécurité que je vais devoir mettre en place pour sécuriser ces données pour qu'elles ne soient pas soit piratées, soit altérées, soit divulguées, soit perdues. Ensuite, vous êtes contraint à des durées de conservation. Vous ne devez pas garder ces données plus que le traitement ou la finalité de votre traitement ou pour des durées qui sont plus légales. Donc, suite à ça, durée de conservation, quelles mesures pour les supprimer? Quel système de purge doit mettre en place? Donc, toutes ces questions, c'est un nouveau raisonnement qui arrive avec le RGPD, qui est arrivé donc il y a quelques temps. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le RGPD, pour vous, c'est des enjeux en tant qu'entreprise. Vous avez des enjeux de confiance, d'image, de réputation et de transparence. Ne pas être RGPD, c'est mettre à mal cette image de confiance, d'image, de réputation et de transparence. Le RGPD, bien au contraire, c'est un avantage pour vous. Ça vous permet de préserver une image positive de votre entreprise, de votre marque. C'est un facteur de confiance pour les clients qui savent que leurs données seront bien traitées, dans le sens où ils en sont informés. C'est un gage de bon fonctionnement et de bonne gouvernance de votre entreprise et ça permet de prévenir et gérer des risques. Donc, dans ce sens-là, c'est un enjeu et c'est un levier de business. Ça vous permet une meilleure productivité parce qu'il y aura des processus qu'on va voir aussi qui vous permettront d'avoir des choses plus rigoureuses, plus cadrées, des gains de stockage de données, pas en avoir trop pour rien, donc vous allez gagner en stockage et c'est un gain de pérennité pour l'entreprise. Donc, dans tous les sens, il faut savoir que le RGPD, donc de façon générale pour le moment, ne pas avoir de conformité, c'est pas avoir de business. Bon, pour être plus précis
et d'un ordre un petit peu plus légal, sans vouloir vous abreuver d'articles. Le RGPD, donc, il est entré en vigueur depuis 2016 et il est applicable depuis le 25 mai 2018. Donc, c'est quoi exactement? C'est un cadre juridique unifié au sein de l'Union européenne. Donc, c'est la première fois que 27 pays se sont mis d'accord pour une réglementation commune qui n'existait pas avant. C'est un champ d'application plus large, établissement et ciblage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos entreprises sur le sol européen ou toute entreprise qui est hors sol européen, je repréciserai tout à l'heure, qui veut travailler avec des gens qui sont sur le sol européen, donc leur vente des produits va être touchée. Donc, c'est un dispositif, vraiment, le RGPD, qui est très large. Il a permis aussi un renforcement du droit des personnes. Il permet aussi d'adapter les droits et libertés aux conditions de l'ère numérique. Donc, tout ce qui s'est passé en numérisation, en digitalisation, tout ce qui se passe, c'est adapté et la loi évolue avec continuellement. C'est vraiment un contexte législatif qui continue dans le temps. On a aussi le RGPD de façon générale, c'est une conformité basée sur une transparence et responsabilisation. On doit informer les gens. On doit être responsable, celui qui s'occupe des données est responsable légalement de ces données, il doit mettre des mesures techniques et organisationnelles pour les sécuriser. C'est aussi, comme on l'a vu tout à l'heure un petit peu, on est plus sur la qualité que la quantité de données, puisqu'on est à l'ère du big data. Donc, le big data, c'était beaucoup de données, mais on voit bien que nous, on a tous plein de données, mais en réalité, on ne les utilise pas. Donc, c'est aussi performant parce que c'est avoir la bonne donnée, pas en avoir plus. Donc, ça vous permet aussi de gagner en productivité. C'est des responsabilités maintenant partagées et précisées. Oui, avant, il y avait, on va le voir tout à l'heure, qu'un responsable de traitement, mais peut-être qu'un sous-traitant, maintenant, voilà, il a les mêmes obligations. On va voir ce genre de choses. Qui est responsable de ces données? De nouvelles règles pour encadrer les transferts en UE. Il faut savoir que maintenant, on ne peut plus envoyer des données à l'extérieur comme ça, sans encadrement précis. Et c'est la mise en place de sanctions encadrées, graduées et renforcées qui sont arrivées, puisqu'on n'avait pas réellement de sanctions avant avec le droit et la liberté. Et là, réellement, elles sont appliquées. Vous avez dû voir une grande augmentation de ces sanctions sur 2020. Alors, avant d'aller dans le cœur, je voudrais rappeler, parce que c'est pour qu'on se comprenne tous, quelques définitions clés. Donc, un traitement, c'est quoi? C'est le mot dans le RGPD qu'on utilise, c'est tout type d'opération effectuée sur des données personnelles. Donc, il faut savoir que ça peut être l'accès, la consultation, la mise à disposition, la collecte, le transfert, la conservation, l'effacement de données, ça, c'est un traitement. Les personnes qui sont concernées, qui sont les personnes auxquelles on a les données, sont toutes personnes physiques dont les données sont traitées. Donc, ça peut être un salarié, un client, un prospect, un patient, un bénéficiaire, un adhérent ou un fournisseur. Donc, il faut savoir que ces données, qu'elles soient fichiers papier ou numérisées, les deux sont concernées. Je finis sur une deuxième page de définition pour pouvoir avancer, qu'on se comprenne tous après sur votre rôle, sur qu'est-ce que ça impacte dans votre entreprise, ce RGPD, et voir si vous êtes vraiment compatible. Une donnée personnelle, c'est quoi? C'est toute information qui se rapporte à une personne physique qui est identifiée directement ou indirectement, par référence à plusieurs éléments spécifiques à son identité. Donc, ça peut être un nom, un prénom, une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse IP, un matricule, des coordonnées bancaires, une dette, tout ce genre d'éléments, c'est des données personnelles. Et c'est ce que le RGPD traite. Donc, il faut savoir que tout recodage aussi, croisement et données à caractère personnel, est une donnée à caractère personnel elle-même. Il y a aussi des données dites sensibles qu'on appelle catégories particulières de données. Et là, il y a une vigilance accrue parce que tout traitement de ces données est interdit. Et je les cite, donc c'est l'article 9 et l'article 10 du RGPD. C'est toute donnée donc, qui, de par sa nature privée et gravité d'un potentiel usage illicite, demande une protection spéciale. Donc, c'est tout ce qui est opinion syndicale, politique, convictions philosophiques, religieuses, origine raciale, ethnique, des données de santé, des données concernant la vie sexuelle, l'orientation sexuelle, ainsi que les données maintenant génétiques et à caractère biométrique. Et pour l'article 10, c'est toutes les données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses sanctions qui sont arrivées, qui vont de l'avertissement, mise en demeure et des sanctions qui vont jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, 20 millions d'euros, qui sont données par la CNIL, donc des sanctions administratives et aussi pénales. Donc, voilà, il y en a énormément.
qui vont du simple avertissement qui peut être non connu, public, donc il peut avoir un enjeu de réputation, mise en demeure, et sur des sanctions qui peuvent être d'injonction de traitement, de limitation de traitement, et jusqu'à la sanction administrative que je vous ai dit, qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Donc, votre rôle dans tout ça, pourquoi vous parlez du RGPD, comprendre que c'est un enjeu vraiment pour vous, c'est qu'il faut comprendre que le RGPD a apporté de nouveaux dispositifs qu'il faut prendre en compte impérativement quand vous créez votre entreprise. Vous allez peut-être avoir une obligation d'avoir un DPO dans certains cas qu'on va voir tout à l'heure quand je vais expliquer le DPO. Le DPO, oui, je peux en parler, c'est le délégué à la protection des données, qui est une personne obligée qui est nommé dans une entreprise dans 3 cas précis qui sont, si vous étiez premièrement une collectivité territoriale, une mairie, un hôpital, tous ces gens, l'administration publique sont obligés d'avoir un DPO. Donc maintenant, le RGPD oblige ça. Deuxième cas où il y a une obligation pour vous, pour voir si c'est vos cas, c'est dès lors que vous vous avez un suivi systématique à grande échelle de données et régulier de données personnelles. Donc, dès lors, il faut mettre un délégué à la protection des données au sein de votre entreprise. Et troisième cas, c'est dès lors qu'on traite de données article 9 et article 10, donc dites sensibles à grande échelle au sein de votre entreprise. Ces 3 cas obligent d'avoir un DPO. Si vous n'avez pas d'obligation, vous devez quand même respecter le RGPD. Et le conseil, c'est souvent de mettre un référent RGPD qui vérifiera que vous êtes bien accountability. On va voir ça, voilà, qui est le principe clé que je vais vous expliquer. Deuxième chose, vous devez maintenant, avec ce RGPD, un nouveau dispositif, c'est que vous avez la gestion des violations de données dès lors que vous avez une obligation de notifier à la CNIL dans les 72 heures, dès lors que vous avez une violation de données qui a altéré, divulgué, ou vous avez perdu des données, mais qui ont un risque élevé pour les personnes concernées, vous devez notifier la CNIL. L'idéal, c'est d'avoir mis toutes les mesures en amont et que ça n'arrive jamais. Voilà, c'est ça le RGPD. C'est bien d'avoir mis les mesures de sécurité en amont. Et si ça devait arriver, vous avez tout un mécanisme de gestion de violation de données à mettre en place. C'est pareil pour le transfert des données. Il y a un encadrement aujourd'hui dès lors qu'on transmet des données hors de l'Union européenne. On ne peut pas, sauf avec des BCR ou des CCT, des clauses contractuelles type. Donc, il y a tous des mécanismes qui permettent de s'encadrer et de montrer sa sécurisation pour pouvoir le faire. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, donc périmètre géographique est beaucoup plus large. Ce que je veux dire, c'est que le RGPD aujourd'hui, tout citoyen qui se situe sur le sol européen et ces données vont être protégées. Mais dès lors qu'une entreprise qui en Inde va traiter de données, va vouloir vendre des services ou des biens à un citoyen européen, lui aussi, cette entreprise qui est indienne ou autre, va devoir appliquer le RGPD, respecter les principes du RGPD que je vous ai énoncé tout à l'heure. C'est pareil donc pour le sous-traitant qui sera pris pour une entreprise qui prend un sous-traitant. Et dès lors aussi qu'une entreprise américaine ou autre fait du profilage, elle est soumise au RGPD dès lors que c'est des citoyens européens. Dans le même sens, toute personne non citoyen européen qui vient sur le sol européen, dès lors qu'il vient, par exemple, je ne sais pas, un Marocain qui vient pour un match de foot à Paris, ces données d'hébergement dans un hôtel ou restauration, toutes ces données-là sont soumises aussi au RGPD dès lors qu'il est sur le sol européen. Donc, un périmètre vraiment géographique large. Il faut aussi maintenant demander le consentement de personnes concernées pour traiter leurs données dans plusieurs cas. Protection des données dès la conception. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, c'est un nouveau mécanisme. Et il y a le privacy, donc ça se dit privacy by design et by default en anglais. C'est vraiment dès lors qu'on lance un nouveau process, un nouvel appli, une nouvelle solution innovante, eh bien, il faut, et une nouvelle entreprise, il faut être toujours en réflexion qu'on soit sans défaut, qu'on soit déjà sécurisé, qu'on ait déjà les principes RGPD qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez aussi un droit à l'oubli qui est arrivé, qui est le droit à l'effacement des données qu'on doit respecter pour les personnes et les sanctions, comme je vous le dis. Tout ça, c'est régi avec un principe directeur qui est la accountability. C'est quoi ce principe directeur que je vais pouvoir, si vous voulez, après, si j'ai encore le temps de vous énoncer de façon très précise, c'est le RGPD, c'est être conforme à tout ce que je viens de vous dire, hein, et au principe clé, je vais vous annoncer là, juste derrière, mais c'est aussi être en capacité de prouver sa conformité. Et l'accountability, c'est avoir mis
en base tous les documents qui vous permettent, dès lors que vous avez un contrôle de votre autorité de contrôle, donc la CNIL en France, de prouver votre conformité. Donc, c'est être conforme, mais il faut être en capacité de prouver sa conformité. Donc, les principes clés, vraiment pour résumer, qui sont importants pour la protection des données, c'est d'avoir des traitements qui sont loyaux et licites, c'est avoir des finalités, donc des objectifs quand vous avez pour vos traitements qui sont déterminés, explicites et légitimes, des données adéquates, pertinentes et limitées, donc pas plus, réellement celles qu'il faut. L'exactitude et la mise à jour de ces données, vous ne devez pas avoir des données qui ont 10 ans et qui sont plus à jour, elles doivent être vraiment les données à jour de vos personnes concernées. Vous avez donc une limitation de durée de conservation qui est limitée à votre traitement ou à des renvois légaux. Et vous devez surtout avoir mis en place, enfin il n'y a pas de surtout, c'est tout important, des mesures de sécurité qui garantissent l'intégrité et la confidentialité des données. Voilà les principes clés. Les 6 principes clés, il y en a 7, comme vous avez vu maintenant avec l'accountability. Ces 6 principes clés et l'accountability sont vraiment au cœur du dispositif du RGPD. Donc, que vous dire? Les acteurs, donc pour aller avant vous donner certaines bonnes pratiques, vous, dans votre écosystème en tant que dirigeant, quel que soit que vous soyez une TPE, une plus grosse entreprise ou grosse entreprise, les acteurs qui sont dans l'écosystème du RGPD sont la personne concernée, qu'on a vu tout à l'heure en définition, le responsable de traitement, donc le responsable et le sous-traitant, et le DPO et la CNIL, qui est l'autorité de contrôle. Donc, pour vous dire, le responsable de traitement, c'est vraiment celui qui décide de la mise en place de traitement de données personnelles. Il détermine la finalité, pour quelles raisons on va traiter de ces données. Il détermine aussi donc les moyens, donc les modalités du traitement. Donc, c'est vraiment la personne qui détermine les moyens et les finalités du traitement à mettre en œuvre pour garantir la sécurité, la licéité de vos données, des données des personnes concernées. Alors, ça peut être un président d'une association, ça peut être un DG d'une société. Donc, c'est vraiment celui qui détermine les moyens et finalités de traitement. Donc, cette personne-là, outre son rôle qu'on vient de voir, elle a des obligations. Elle doit s'assurer de la tenue d'un registre de traitement. Donc, c'est vraiment, il y a une expertise à avoir. Elle doit s'assurer que ses sous-traitants sont conformes. Donc, avant de choisir un sous-traitant ou un fournisseur, son sous-traitant doit être conforme. Donc, d'où l'enjeu de réputation, de confiance que je vous ai dit au début pour vous, parce que vous allez être pris si vous êtes un sous-traitant pour un RT que si vous êtes conforme. Donc, il y a des enjeux de business énormes. Ce responsable de traitement, il doit respecter donc les grands principes, les 5 principes plus la accountability qu'on a vu de l'article 5. Il détermine donc les modalités de traitement. Il doit respecter le droit des personnes. Il doit les informer de leurs droits. Il doit quand il y a des oppositions de traitement, il doit avoir mis le circuit, ça doit fonctionner, il doit pouvoir prouver qu'il est bien en conformité. Donc, il informe les personnes tant qu'ils font l'objet de traitement. Donc, ces traitements, il faut savoir que le responsable de traitement a une responsabilité pénale et financière aussi, hein, qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison ou 300 000 euros. Voilà pour le responsable de traitement. Je regardais, on verra les questions après. Donc, le sous-traitant, donc c'est celui qui traite les données pour le compte du responsable de traitement. Il agit vraiment uniquement sur instruction du responsable de traitement. Il n'a aucune marge de manœuvre sur les moyens essentiels du traitement. Il a possibilité d'avoir recours à un autre sous-traitant. Alors, tout ça nécessite d'avoir vraiment un encadrement par un contrat. Comme ça, le responsable de traitement, il sait que son sous-traitant fait réellement ce qu'il lui a dit. S'il choisit un sous-traitant, il lui a donné l'autorisation ou pas, mais il en est averti ou pas. Tout ça, c'est contractualisé, s'il le permet ou pas. Pour pouvoir, en plus, c'est important pour le responsable de traitement de suivre sa chaîne de sous-traitance. Des exemples de sous-traitance, ça peut être des prestataires d'emailing, des éditeurs de logiciels CRM, des fournisseurs de solutions marketing. Voilà ce qu'un sous-traitant. Beaucoup dans l'informatique, souvent on en a. Alors, les nouveautés qui sont apportées avec le RGPD, c'est que dorénavant, le RGPD impose les mêmes obligations du responsable de traitement au sous-traitant. Donc, ça veut dire que lui aussi, le sous-traitant, il doit tenir un registre de ses activités de traitement. Il doit avoir les garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques organisationnelles appropriées au traitement afin de bien protéger les données.
et il doit garantir la protection de la personne concernée. Donc, le responsable de traitement et le sous-traitant doivent avoir ces mêmes responsabilités, avoir informé les personnes, avoir mis les mesures de sécurité, avoir sensibilisé, formé leur personnel, avoir mis plein de principes de sécurité. Donc, la responsabilité, en conséquence, eh bien, elle est désormais partagée entre le responsable de traitement, qu'on dit par abus RT, et le sous-traitant ST. C'est le principe de responsabilité conjointe. Donc, vraiment, l'important, c'est que pour se garantir, et s'il y a des contentieux après, c'est vraiment d'organiser le partage de responsabilité dans un contrat ou un autre document juridique, une convention, au début de la relation contractuelle avec le sous-traitant. Ça se met en amont. Ce qui est important aussi, c'est que, outre que c'est en amont, c'est aussi dès lors qu'on doit choisir un sous-traitant, ça peut être mis dans l'appel d'offres ou même dans le choix avec le chef de projet lorsqu'il rencontre les sous-traitants. Donc, le nouveau paradigme, comme vous l'avez vu, c'est un DPO aussi. Donc, un nouveau DPO. Donc, le DPO, comme je vous l'ai dit, il y a 3 cas de désignation qui sont importantes. Donc, organisme public, suivi régulier, systématique à grande échelle et dès lors qu'on traite de données à caractère personnel. La fonction de DPO, donc c'est vraiment une fonction qui est en interne. Ça peut être un salarié, une personne externe ou ça peut être une personne il peut être mutualisé. Il doit dispenser des avis et des conseils relatifs à des analyses d'impact. Donc, c'est quoi une analyse d'impact? C'est dès lors qu'on traite de données sensibles, avant de lancer le traitement, on doit garantir qu'il n'y a aucun risque de porter à l'atteinte à la vie privée des personnes. Donc, c'est un document qui contextualise tout ça et qui prouve que si la CNIL vient, on a lancé le traitement sans risque pour les personnes. Donc, le DPO doit donner des avis et des conseils. Il doit vérifier la bonne exécution s'il a donné des conseils qui sont bien appliqués et mis en œuvre. Le DPO, il contrôle en continu le respect du droit national aussi. Il informe et il conseille le responsable de traitement, les sous-traitants. Il formule donc des recommandations. Il contribue aussi à sensibiliser et former l'ensemble du personnel. Et c'est le point de contact de la CNIL pour la France, pour l'autorité de contrôle, dès lors qu'il y a un contrôle ou qu'il y a une violation donnée, c'est lui qui est là et qui est aussi le point de contact aussi pour les personnes concernées. La CNIL, c'est vraiment, donc, vous la connaissez, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est une autorité administrative indépendante, qui doit recenser les traitements déclarés, qui sanctionne en cas de non-respect, qui contrôle l'application de la loi au sein des organismes et qui informe, conseille les autorités, les entreprises et les personnes, le grand public aussi, donc qui forme. Voilà, donc le DPO, c'est vraiment le nouveau paradigme qui vient d'arriver avec le RGPD, la protection des données dès la conception qui est importante, l'analyse d'impact donc qui a réalisé un document qu'on met en accountability qui est important, qui prouve qu'on a pu lancer le traitement sans risque. Il y a des critères objectifs qui permettent d'avancer, comme dès lors qu'on a une évaluation, un scoring, une décision automatisée, une surveillance systématique, un nouveau traitement, une nouvelle utilisation innovante, dès lors qu'on a un de ces critères-là, deux de ces critères-là, on est obligé de faire une analyse d'impact. Donc, des données traitées à grande échelle, un croisement de données, des données sur des personnes vulnérables. Donc, il y a toute une liste de critères. Plus, ce qui est important, c'est vraiment le métier du DPO qui doit analyser quand est-ce qu'il y a besoin d'une analyse d'impact. C'est vraiment lui qui apporte le conseil aussi. Donc, voilà le nouveau paradigme. Il y a aussi donc la violation des données, comme je vous ai dit, qu'il va falloir communiquer à la CNIL dans les 72 heures dès qu'il y en a une et mettre en place les mesures tout de suite immédiates pour y remédier ou que ça perdure et après mettre des mesures post-violation en retour d'expérience pour que ça ne réitère pas. La responsabilisation qu'on a vue qui est importante avec l'information. Et vous avez aussi les amendes élevées qu'on a vues tout à l'heure. Donc, voilà, vraiment, c'est une évolution. Voilà, il y a un changement de paradigme sans être un changement de paradigme puisque c'est une continuité aussi de la loi liberté pour le sol français. Donc, rapidement, le grand principe que je vous ai parlé de la comptabilité, avant de finir sur 2 dernières slides, c'est le principe vraiment d'accountability, c'est vraiment le principe clé, le point directeur qu'il faut que vous respectiez. C'est que vous devez être en capacité, avant le RGPD, vous deviez demander des autorisations avant de lancer un traitement auprès de la CNIL. Là, c'est pas ça. La CNIL vous fait confiance.
mais vous devez avoir mis toutes les mesures pour que ça soit respecté. Et dès lors qu'elle arrive, vous devez pouvoir prouver que vous avez respecté les principes. Donc, le responsable de traitement doit avoir respecté l'ensemble des principes des obligations. Il doit être en mesure, il a mis en place les mécanismes et procédures internes. Il a mis ses documents de preuve du respect des principes de ses obligations. Il les a, il les conserve dans une base documentaire, voilà, qu'il peut présenter à l'autorité de contrôle. Et les sous-traitants, le point important à retenir, c'est que les sous-traitants doivent aussi documenter leurs preuves de conformité. Voilà. Donc, sur les 6 principes qu'on a vus de l'article 5. Alors, c'est clair que c'est un exercice pas forcément facile de vous parler du RGPD qui est assez, qui demande une expertise, vous voulez travailler tous les jours, c'est pas du tout un frein. Alors, quelques bonnes pratiques que vous devez mettre en place au quotidien. J'en ai mis quelques-unes de façon générale et je suis partie sur des mesures de sécurité. Vous devez mettre en place, par exemple, en termes de sécurité, des mesures de sécurité physique, organisationnelle et logique. Par exemple, c'est un contrôle des accès aux locaux, un dispositif anti-intrusion, une vidéosurveillance et gardiennage. Des mesures de sécurité organisationnelle, c'est avoir mis une politique de sécurité des systèmes d'information, des chartes, des politiques et procédures, des gestions des habilitations, avoir sensibilisé et formé l'ensemble de son personnel au RGPD. C'est aussi avoir mis authentification des utilisateurs, des systèmes de pseudonymisation, de chiffrement, de journalisation des accès et bien d'autres. Voilà quelques exemples en termes de sécurité. En termes RH, voilà, je vous donne des exemples très sommaires parce que le format du webinaire le disait, mais je resterai disponible à la fin, bien entendu. Donc, j'ai mis sécurité parce que ça, on a beaucoup de numérisation, donc c'était important. J'ai ciblé aussi, parce que je ne vous connais pas tous, là, tous les présents, mais RH, parce que c'est là où il y a beaucoup de données personnelles, comme souvent le marketing, par exemple, aussi. Donc, RH, c'est avoir isolé ses bases. Il faut savoir que si vous êtes une grosse entreprise, toutes les personnes ne doivent pas avoir accès à toutes les bases RH, donc celles qui sont gestion du personnel, recrutement, c'est pas au même endroit, tout salarié ne doit pas y avoir accès. C'est procédé à un recrutement conforme au RGPD, c'est-à-dire il y a un principe pour la sélection, pour le recrutement, doit avoir qu'un certain nombre de données, on doit les supprimer après, plus pour le recrutement, d'accord, ou les sécuriser. Donc, c'est mettre vraiment des mesures de sécurité physique et informatique pour la protection de ces données et des salariés. Garantie pour le sous-traitant, un autre exemple, oui, en sous-traitant, comment choisir un bon sous-traitant ou comment être choisi si vous êtes un sous-traitant, c'est vous pouvez prouver votre bonne conformité en ayant des certifications et des codes de conduite, que vous avez mis en place des politiques et procédures dans le cadre de la protection de données, vous sensibilisez votre personnel de façon régulière, tous les 1 an, 2, 3 ans, 4 ans, 1, 2, 3 ans, oui, il faut assez régulièrement. Base légale des traitements, ils sont clairs, vous les avez encadrés dès lors que vous sortez hors de l'UE. Vous avez pris en compte le droit des personnes, donc vous les informez, vous respectez leurs droits dès lors qu'ils vous demandent une limitation, une opposition, et vous êtes en capacité de prouver une opposition. Vous avez vraiment mis le circuit derrière informatique. Pour résumer, les bons réflexes à avoir, c'est ne pas envoyer de données personnelles de salariés par un fichier Excel ou Word à l'extérieur. C'est avoir mis des mesures de sécurité pour cela, si vous devez vraiment l'envoyer. C'est utiliser des documents en partage ou SAS ou autre. C'est aussi les documents qui sont avec des données personnelles doivent être sous clé, alors que ce soit informatiquement, donc avec des mesures de sécurité supplémentaires, ou papier dans des armoires ou fermés à clé. Voilà, c'est rapidement pour respecter mon temps, quelques bons réflexes à avoir. Alors, pour finir, et je ne veux pas vous faire peur, mais il faut savoir que vous avez dû tous voir que les sanctions, elles n'existaient pas avant, elles n'étaient pas là. La CNIL, quand elle a mis en place le RGPD pour la France, a pu sanctionner la loi Liberté, mais on a vraiment une augmentation, une courbe exponentielle sur 2019-2020 et sur la fin d'année 2020. C'est vraiment une courbe exponentielle. Là, les sanctions tombent et pleuvent, que ce soit des grandes entreprises, des moyennes entreprises ou des petites entreprises. Les sanctions sont là. Les grandes entreprises, donc Carrefour, 3 millions pour une mauvaise information des personnes, H&M pour 35 millions pour une surveillance illégale de ses employés, donc British Airways, 22 millions pour une faille de sécurité, Google, Amazon, 135 millions pour des cookies. Alors, au niveau ETI et PME,
Vous avez 400 000 pour un défaut de sécurité et de conservation trop longue de données pour une entreprise Sergic. Vous avez de la vente en ligne de chaussures pour 250 000 pour une collecte illégale de données, c'est partout. Au niveau des TPE, donc, vous voyez 20 000 euros pour une appli mobile pour un spam, un hôpital 112 000 euros pour avoir spammé ses utilisateurs. Pour des professions indépendantes, 9 000 euros pour 2 médecins qui n'ont pas sécurisé des données patients et 2 000 euros pour un avocat qui a transmis par erreur. Il suffit qu'un mail parte vers un tiers, quoi, de données personnelles. Donc vraiment, il faut on est vraiment maintenant dans l'application complète du RGPD. Vous devrez vraiment, voilà pourquoi il faut être compatible, parce que demain, c'est votre réputation, c'est votre business qui est en jeu. Donc, comme on l'a vu, c'est la confiance de vos clients, voilà, qui est en jeu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, on les verra après l'intervention de Paul Olivier. J'espère que j'ai été claire, mais sinon, je reste à votre disposition. Mes coordonnées vous sont aussi transmises. Vous pouvez m'appeler, communiquer par mail ou par téléphone. Je me ferai fort de répondre à vos interrogations et je remercie Pôle de Finance Innovation. Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. C'était super intéressant. Alors, Paul-Olivier, donc tu as la parole maintenant. Voilà, c'est la bonne présentation. Bonjour à tous, donc je suis le fondateur de Digital Ethics et j'aime beaucoup quand on parle du RGPD parce que, là vous m'entendez bien parce qu'a priori mon micro est éteint. Parfait. Le micro est à nouveau ouvert, donc personne n'a entendu ce que je disais avant. Si, on a tout entendu, oui, Paul-Olivier. Merci, on Fabienne. A tout entendu. Alors, donc ce que je disais, c'est que le RGPD c'est un thème que j'aime bien, que je pratique depuis quelques années. Et dans une certaine mesure, je l'ai vu naître, puisque je travaille sur les problématiques de données à caractère personnel depuis une quinzaine d'années, et que, en dehors de mon activité professionnelle, j'anime la FCDP, qui est l'Association française des DPO, et donc qui a permis d'avoir une bonne vision de ce qui se passe en matière de data. Pourquoi ai-je créé Digital Ethics? Parce qu'il y a une dizaine d'années, je me suis aperçu qu'il y avait des décalages entre les notions derrière la réglementation qui, à l'époque, était issue d'une directive européenne et un certain nombre d'objets qu'on commençait à voir apparaître. Et c'était essentiellement ce que l'on a identifié maintenant comme étant la donnée. Et c'est pour ça que j'ai créé Digital Ethics, pour permettre à nos clients d'être comfortable with data, d'être à l'aise avec l'utilisation des données. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tac. Alors, on travaille pour fournir une assistance à nos clients en nous approchant sur deux choses. Une approche de la donnée dans ses dimensions informatiques, mathématiques et socio-économiques, et à travers le socio-économique, il y a la dimension juridique. Et ce que l'on veut également faire en s'appuyant sur les dimensions mathématiques, c'est de fournir des métriques qualifiées et justifiées sur les jeux de données. De manière concrète, décidément, je ne suis pas très à l'aise avec Livestorm. On peut accompagner nos clients pour qu'ils utilisent les données en toute tranquillité à travers 4 lignes d'activité: l'accompagnement technico-juridique, le DPO externalisé, l'évaluation d'anonymisation et, point important, la valorisation des données. Effectivement, la data, qu'elle soit à caractère personnel ou non, sachant que la donnée à caractère personnel est une des catégories des data, et quelque chose qui a pris un poids, une importance économique, une importance sociale, et qui donc peut se valoriser. Alors, sur l'accompagnement technico-juridique, Fabienne l'a très bien expliqué. Le RGPD, c'est quelque chose de très compliqué. Le texte, pour les personnes qui ont de grandes insomnies, est une très très bonne façon de maintenir son insomnie, parce qu'il y a une compréhension qui n'est pas évidente, qui est une rédaction qui est très alambiquée, et donc il y a besoin d'une analyse juridique forte. Il y a aussi des dimensions techniques. Quelle est la nature des données? Comment sont-elles stockées? Comment sont-elles traitées? Et puis organisationnelles, quelle place occupent-elles dans le fonctionnement de l'organisation? Donc tous ces éléments doivent être pris en compte et mis en équivalence pour avoir une vision complète et pertinente
permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations venant du RGPD. Nous, ce que l'on a développé, c'est une approche technico-juridique. L'idée, c'est de constituer une équipe ou des équipes de conformité avec profil technique, profil juridique, et on reprend donc des compétences, des solutions qui sont adaptées, des problèmes et une réponse à des problématiques complexes, en se basant notamment sur une évaluation technique. Ça marche pas avec le bouton. L'accompagnement technico-juridique, globalement, ce qu'on fait, c'est une analyse de l'existant, une analyse de cycle de la donnée, une mise en conformité juridique et, le cas échéant, une transformation des données. Ça peut être de la pseudonymisation, ça peut être de l'anonymisation ou d'une manière plus générale de la data minimalisation, c'est-à-dire réduire au strict minimum la volumétrie et le nombre et aussi la précision, ce qui est un point important des données que l'on utilise. Est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir l'âge exact de la personne? Est-ce que l'année de naissance ne suffit pas pour les informations que l'on traite? Et ça, c'est un point qui est important pour avancer dans le sens d'une conformité avec le RGPD, parce que ça simplifie beaucoup les choses. Et pour la mise en conformité juridique, donc effectivement les notions d'information des clients, d'exercice des droits qui sont importants, qui doivent être pris en compte. On connaît bien le DPO, puisque ça fait comme une quinzaine d'années que je m'occupe de DPO et de son prédécesseur, le correspondant informatique et liberté. Il a une mission qui est très simple, c'est de veiller à ce que l'organisme qu'il a désigné soit en conformité avec la réglementation sur la protection des données à caractère personnel. Et comme Fabienne l'a très bien montré, on est face à une réglementation qui est complexe. La rédaction du RGPD n'est pas évidente à comprendre. Il y a des interactions avec d'autres réglementations et un certain nombre d'autres réglementations qui sont connexes. Par exemple, il y a la directive, il y a des textes e-privacy qui doivent être articulés avec les dispositions du RGPD. Donc la première chose à faire, c'est, pour le DPO, c'est d'informer et de conseiller le responsable du traitement, qui est en fait, en termes de personnes physiques, c'est très simple à trouver. Vous regardez sur le CABIS quand vous avez une société, et vous avez, à travers le nom du président ou du mandataire social principal, l'identité de la personne qui représente le responsable de traitement. Donc c'est informer et conseiller la direction de la structure, être le point de contact des personnes et ou des autorités de régulation et contrôler la conformité, c'est-à-dire vérifier que ce qui doit être fait est bien fait, et également avoir une fonction de documentation, et ça c'est toute la problématique de l'accountability telle qu'elle a été évoquée par Fabienne. Alors, on travaille aussi sur les problématiques d'anonymisation des données à caractère personnel. Ce qui est intéressant avec l'anonymisation, c'est que vous jouez finalement sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est une série de mesures c'est une mesure de sécurité, comme il en existe d'autres, pour assurer la protection des données à caractère personnel, et qui a un avantage, c'est qu'elle est parfois beaucoup moins coûteuse et plus facile à mettre en œuvre que des mesures, par exemple, de protection périmétrique et ou de cryptement des données. Donc, et puis l'un des autres avantages, c'est que c'est quelque chose qui se mesure et qui permet donc de justifier que l'on maintient en permanence un niveau d'anonymisation à un degré donné. C'est un point sur lequel je pourrais revenir s'il y a des questions, mais pour revenir, pour le présenter très, très succinctement, le G29, donc, qui est le regroupement des CNIL européennes, parce que ça c'est aussi une des choses qui change pour le RGPD, c'est-à-dire que jusqu'en 2018, en France, on avait un interlocuteur qui était la CNIL. Maintenant, cet interlocuteur, c'est un petit peu comme pour la banque, comme pour les banques centrales. Avant l'euro, on avait la Banque de France, qui était déjà en relation avec les autres banques européennes, mais maintenant, on a une banque centrale européenne, et puis une Banque de France qui ne prend plus beaucoup de décisions de manière autonome. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu ça avec le RGPD, c'est-à-dire qu'il y a
une coordination quelque part des CNIL européennes qui est amenée à émettre des règles directrices. Elle en a fourni sur l'anonymisation avec différents critères, et nous, ce qu'on sait faire, c'est fournir des métriques permettant de dire que l'on respecte les différents critères. On a pris un petit peu de retard, donc je ne répondrai qu'aux questions lors de cette matinée ou plus tard sur ce point-là. Alors, l'anonymisation, ça on en a parlé. La valeur économique des données. Aujourd'hui, la data, c'est un bien, c'est une ressource, c'est un actif stratégique. Si la donnée est monétisée, alors comment évaluer cette valeur? On a une méthodologie qui permet de calculer et d'avoir une évaluation de la valeur économique de la donnée, que ce soit pour la monétiser, mais c'est pas si simple que ça quand il s'agit de données à caractère personnel, soit pour la mettre en équivalence dans des montages. Ça, c'est des évaluations que l'on a pu faire pour des startups, y compris dans la finance, où il y avait des évaluations de jeux de données contre fourniture de logiciels ou d'autres éléments dans le cadre de la mise en place de partenariats. Donc on peut calculer on peut effectivement calculer un indicateur du potentiel économique des données et en cas de besoin, évaluer la valeur monétaire des données en présence de données de benchmark lorsqu'on est dans une logique marchande. Autrement, c'est une évaluation permettant de pondérer l'asset data par rapport à d'autres assets dont dispose l'entreprise ou qu'elle peut mettre en partenariat avec d'autres partenaires. Voilà, donc j'ai travaillé pour que l'on puisse tenir dans le temps. Donc j'ai beaucoup simplifié ma présentation pour que l'on dispose d'un quart d'heure de questions-réponses. Donc maintenant la balle est aux 38 participants. Nous attendons avec impatience vos questions. Moi, j'ai noté Paul Olivier, une question qui avait été pendant mon intervention. Si tu veux que je réponde en premier, ça ne te dérange pas? Parce que le monsieur doit... Alors je sais que c'est pas très bien de faire des remarques genrées, mais ladies first, comme on disait au siècle dernier. Donc Thierry Legrand a posé une question, je me remets dessus. C'était quelles sont les qualités principales, indispensables à un DPO et les habilitations pour le devenir. Donc, c'est des qualités de savoir-faire et savoir-être. Donc, la CNIL n'a pas défini réellement de fiche obligatoire, mais elle a des recommandations données par le G29 qui sont donc de savoir, bien entendu, c'est une personne qui doit connaître la protection des données, les lois et libertés pour la France, mais et connaître aussi les principes organisationnels dans les entreprises. Et particulièrement si c'est des entreprises, par exemple, si c'est le monde de la banque finance, il vaut mieux que ce soit une personne qui connaisse l'organisation des banques et banques assurances ou mutuelles. Donc, c'est encore plus vrai quand on est dans la pharmacie ou les hôpitaux, parce qu'il y a des lois voilà, il y a des renvois. Il faut savoir que le RGPD, comme l'a dit Paul Olivier, c'est le RGPD, mais avec des renvois en droit national. C'est des interactions de loi. En droit national, c'est plus compliqué parce qu'il y a à la fois des moments où, en particulier en matière de santé, le RGPD débranche vers des réglementations nationales. Voilà. Et il y a également des problématiques d'interaction entre le RGPD et d'autres réglementations. Et on est aussi dans le domaine du numérique, c'est-à-dire un domaine qui est assez mouvant, avec des évolutions de pratiques et des évolutions de réglementation. Donc voilà, donc tout ça, donc connaître bien la protection des données, connaître en plus le secteur d'activité dans lequel on est, l'organisation, le fonctionnement, les modes de gouvernance, ça c'est vraiment au niveau du savoir. Et je vais insister beaucoup plus sur le savoir-faire et le savoir-être, qui sont vraiment les qualités qui sont indispensables au DPO, qui sont plus donc tout ce qui est animation, tout ce qui est formation, tout ce qui est chefferie de projet, puisque on peut faire des audits, mais on doit mettre en conformité. Donc, il y a tout un plan d'action à dérouler au sein des entreprises de mise en conformité. Donc, tout ce qui va être accompagnement, donc toutes ces qualités donc, qui en découlent dans le savoir-être, donc des qualités d'écoute, des qualités aussi politiques, diplomates, parce qu'il y a des enjeux au niveau de l'entreprise, mais à la fois, il faut faire passer auprès des interlocuteurs ces mises en conformité, donc diplomatie, politique, mais à la fois être
persuasif, donc un aspect assez commercial aussi, parce qu'il faut quand même, à des moments, ça c'est obligatoire, donc convaincant, communicant, c'est énormément de qualité. Voilà, donc avec une expérience aussi, ça peut aider. Au niveau de… Pardon? Merci, merci. On a beaucoup de questions, donc d'accord, ok. je veux Bon, alors, sur le profil du DPO… Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, les 35 ans, les 35 heures pour la formation aussi, peut-être. Quand même, c'est important de dire que maintenant, pour être DPO certifié, donc on n'est pas obligé de certifier, mais pour ceux qui sont certifiés, donc comme moi-même, j'ai suivi une formation avec un temps précis et notamment 35 heures de formation, et après on passe en certification par un organisme qui est agréé, un schéma directeur qui était donné par la CNIL. Donc, on est agréé par des organismes qui sont agréés par la CNIL. Alors, l'agrément, il n'y a pas de certification obligatoire pour les DPO. Et pour les formations, ça va du Master 2 ou du Master de grande école, donc un niveau Bac plus 6, avec une formation de 18 mois, avec une thèse professionnelle, jusqu'aux certifications de quelques dizaines d'heures de cours, en passant par les diplômes universitaires. Et comme l'a dit Fabienne, en fait, il y a trois choses qui comptent. C'est la compréhension de la réglementation, la compréhension de l'organisation et la compréhension de l'informatique. C'est-à-dire que on peut parfois avoir des DPO qui posent des questions un peu surprenantes. C'est mais qu'est-ce qui me garantit que si je demande qu'une information soit supprimée, qu'est-ce qui me garantit qu'elle le sera bien, quoi. Merci à vous deux. Alors, il y a plusieurs questions, donc je pense que celui-là, c'est pour toi, pour Olivier. Auriez-vous des inputs spécifiques au FinTech à partager avec nous? Je pense par exemple à la problématique des silent parties qui met en opposition les principes de l'RGPD d'une part et ceux de la DSP2 d'autre part. C'est qu'effectivement, là, on a clairement des chocs de réglementation. C'est-à-dire que on a une réglementation bancaire qui devient de plus en plus précise, contraignante, et qu'il faut articuler avec des principes de protection des données à caractère personnel. Mais un des éléments clés qui existe dans la réglementation, à la fois RGPD, mais celle qui existait avant, c'est un principe de proportionnalité. C'est-à-dire que si l'intérêt est légitime et la protection la protection du secteur financier, la sécurité des transactions est une finalité qui est légitime et qui peut permettre effectivement pas des dérogations, mais une application qui est spécifique au domaine de la finance. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a celui de la santé qu'évoquait Fabienne, avec des réglementations spécifiques nationales qui se substituent au RGPD en grande partie. Il y a le cadre des fintech et de la finance d'une manière générale, avec des réglementations de finance, de protection et quelque part de surveillance des individus à travers la finance. C'est à la fois récent, mais ça n'est pas tant que ça. Il y a 15-20 ans, on mettait en place les mécanismes de protection et de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment. Et la CNIL a considéré que c'était tout à fait conforme et le raisonnement serait le même. C'est-à-dire que on doit avoir des mécanismes de protection des droits et libertés des personnes, mais qui sont proportionnés à la situation et à l'activité. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si on fait de la banque que si on vend, je sais pas moi, du textile au détail. Okay, merci Olivier. Alors, Fabienne, je pensais plutôt pour vous. Alain Duvois nous demande, y a-t-il des spécificités RGPD particulières pour les fintech? Et si oui, lesquelles? Le RGPD s'impose à toute entreprise, association et autres. Donc, il n'y a pas de particularité au niveau de la législation puisqu'elle s'impose d'elle-même. En revanche, la nuance qu'on peut donner, c'est que au niveau des fintech, vous êtes beaucoup dans la numérisation, les data. Donc, là, il y a une vigilance accrue. Dès lors, c'est vraiment tout de suite se poser la question, est-ce que je peux lancer mon traitement? Est-ce que je peux lancer mon entreprise? Est-ce que je peux lancer ma nouvelle appli? Donc, c'est vraiment
se poser ces questions en avant et être employé ici by design, quoi. C'est by default. C'est tout de suite être RGPD avant d'entamer son activité. Voilà, si Paul Olivier veut ajouter autre chose, c'est vraiment. Je pense que c'est moi qui fais autant de bruit que ça. Oui. Oh là là, bah dis donc, je sais que j'avais un environnement, enfin que je bon. Non, je suis tout à fait en ligne avec ce que dit Fabienne. La prise en compte des enjeux liés à la protection des données à caractère personnel via le RGPD est quelque chose de tout à fait essentiel. C'est-à-dire que les sanctions, y compris pour des petites structures que tu as présentées, Fabienne, sont tout à fait révélatrices. C'est-à-dire que euh, c'est des petits risques que l'on prend, mais ça peut devenir de très gros risques. Et puis, on a quand même des choses qui bougent. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu la géopolitique des protections sur sur les données personnelles, on a les États ex-totalitaires, Chine, Russie, qui fonctionnent avec un modèle. On avait un modèle américain et un modèle européen qui s'opposaient un petit peu. Et ce qu'on constate, c'est que du côté du modèle américain, il y a de l'intérêt. C'est ce qui s'est passé en Californie. Et puis, c'est ce qu'a dit Tim Cook, pardon, le président d'Apple. Il disait finalement qu'il y avait deux enjeux qui étaient celui du climat et de la privacy aujourd'hui. Donc, je crois que, sans rentrer dans un discours citoyen, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie que de prendre en compte les enjeux de privacy à travers notamment l'application du RGPD. Autrement, ben, on peut se retrouver dans la situation d'être dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les industries du tabac, c'est-à-dire avec un business model qui n'est pas dans l'air du temps et qui n'est pas forcément donc très facile à faire vivre. Sauf que le tabac, ça marche quand même un petit peu sur une logique de dépendance chimique que toute industrie n'a pas. Merci à vous deux. Et alors, on a une autre question, je pense plutôt pour toi, Paul-Olivier. Qu'entendez-vous par évaluation économique de la donnée? Un calcul sur quels critères et avec quels moyens? Alors, sur les moyens, je vais partager une autre présentation. C'était à peu près la même. Mais... Oui, on fait beaucoup de recherche et de développement chez Digitalytics. Mais bon, ça sera pour une autre présentation. Vous voyez qu'on a une vision précise de ce qu'est le hacker et de ce qu'est l'attaquant. Et ce que l'on fait en matière d'évaluation de la valeur des données, c'est ça. On a une méthodologie, alors ça c'est une version entre guillemets commerciale qui ne dévoile pas nos secrets de fabrication. Mais globalement, on effectue une évaluation un calcul d'indicateur sur la valeur du jeu de données à travers ses caractéristiques intrinsèques. Lorsque ces caractéristiques peuvent être confrontées à des valeurs présentes sur le marché, on peut calculer un prix de marché un petit peu comme on le fait pour un appartement. En revanche, il y a d'autres cas où on peut faire cette démarche sans avoir de valeur, et là, on est plutôt dans les problématiques qui ressembleraient à ce que l'on fait en matière d'évaluation, par exemple, de valeur d'un brevet, où on évalue un actif immatériel de façon à en déduire la valeur. On peut être aussi, dans une certaine mesure, proche de l'évaluation des actifs publics, c'est-à-dire que vaut un pont, sachant qu'on ne vendra pas et on n'achètera pas le pont. Donc on peut l'estimer à son coût de fabrication, mais c'est très limité dans la mesure où on n'intègre pas les externalités. Donc nous, on a des méthodologies qui permettent d'intégrer les externalités, enfin les gains de productivité, les gains de valeur apportés par le jeu de données, comme on peut le faire dans certains domaines, en essayant d'évaluer l'impact économique des infrastructures. L'un des inconvénients de ce type de webinaire, c'est qu'on ne peut pas demander à la personne, si on a répondu à sa question, de la reformuler, mais je vois que Iqbal Snoussi n'a pas hésité à reformuler la question. Donc soit on en parle en aparté, soit on en reparle ici, mais il nous reste 3 minutes. Merci.
Ouais, je comprends. Alors, donc, du coup, selon pour clôturer, je demande toujours, alors, s'il y a, pardon, on peut commencer par vous, Fabienne, s'il y a un dernier conseil à adresser aux participants qui sont avec nous, aux chefs d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous direz, qu'est-ce que c'est la première chose, la chose à retenir concernant l'RGPD? Vous êtes amusés. Voilà. Oui, voilà. Ben, ça va rejoindre les deux présentations. C'est que la donnée, elle a de la valeur. Elle a de la valeur pour la personne concernée. Et on ne peut pas en faire n'importe quoi. Donc, c'est protéger cette donnée. Donc, c'est vraiment penser que dès lors qu'on traite une donnée, elle n'est pas à nous, on n'en fait pas n'importe quoi. Ça peut porter atteinte à la vie privée des personnes, ça peut les mettre à mal financièrement, matériellement, en termes de santé. Donc, ça a des conséquences sur la vie privée. Donc, c'est vraiment se dire maintenant, je ne fais pas n'importe quoi avec les données des gens. Voilà. Et donc, moi, je vais prôner pour moi, hein, c'est se faire accompagner parce que c'est assez complexe le RGPD. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, donc ma practice RGPD avec mes consultants, donc on est DPO externalisés pour ceux qui le veulent. On accompagne, on coach aussi les futurs DPO. On fait des audits, on fait des mises en conformité, on forme et on sensibilise l'ensemble du personnel. Donc, voilà, je veux en dire une deuxième. Mon bon conseil, c'est former et sensibiliser l'ensemble du personnel à des bonnes pratiques, parce que dès lors que vous sensibilisez déjà, on évite, c'est vraiment, c'est l'humain hein, qui est au cœur des dérives. Hein. Donc, voilà, c'est sensibiliser, former l'ensemble du personnel. Super, merci Fabienne. Moi, je repartirai en étant tout à fait d'accord avec Fabienne. La première des choses, c'est finalement, c'est prendre une image. Avec les données à caractère personnel, on est dans la même situation qu'un garagiste à qui on confie sa voiture. On est dans la situation d'un garagiste à qui quelqu'un confie une voiture. C'est-à-dire qu'on peut en faire des choses, on peut la démonter, on peut vérifier un certain nombre de choses, on peut faire le tour du pâté de maison ou un peu d'autoroute pour vérifier que la voiture fonctionne bien, mais le garagiste n'est pas autorisé à partir en week-end ni en vacances avec la voiture de ses clients qui ont été déposés pour être réparés. Donc, je crois que ça, du moins, c'est un peu un repère que j'utilise pour me positionner. Et puis, la deuxième chose, ça, c'est une très vieille citation que j'utilise très souvent, qui est celle d'un économiste du XVIIe siècle, Jean Bodin, qui pourtant était un auteur de théorie monétaire, donc prédestiné à être cité dans un événement de finance-innovation. Il n'est de richesse que d'homme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est à travers les process, les organisations, les dispositifs techniques, d'être en logique de mobilisation des hommes, des hommes de l'organisation pour traiter de manière respectueuse les données à caractère personnel. Merci beaucoup, Olivier. Donc, voilà, merci beaucoup pour avoir partagé toute votre expertise avec nous et avec les participants. Donc, je rappelle une fois de plus, la rediffusion sera disponible dans quelques instants dès la fin de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à nous. Merci encore, Olivier et Fabienne. Je vous dis à très vite et bonne journée à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir.